bon réveil, merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce matin. La violence actuelle n'est qu'un aperçu de ce qu'il adviendra si une solution à deux États n'est pas trouvée. C'est la phrase du jour, elle est signée John Kerry. Pour le secrétaire d'État américain, Israéliens et Palestiniens vont droit dans le mur en continuant à s'affronter. Et en pleine intifada des couteaux, un député arabe israélien décide de braver l'interdit. Il se rend sur le mont du Temple et risque de mettre le feu aux poudres. La Turquie, au bord du gouffre, à 4 jours des élections législatives, la stabilité du pays n'a jamais été aussi menacée. Preuve de la panique dans les rangs d'Erdogan. En direct, il fait fermer les ondes de 2 télévisions d'opposition. Les pays du Golfe, inhabitables en 2100. Pour les chercheurs, le seuil critique de chaleur et d'humidité pourrait être dépassé. Seule façon de survivre, passer tout son temps sous la clim. Enfin, voici une façon originale de reconstruire sa ville après des inondations. Mais pour que ça marche, il faut s'appeler la ville de Cannes. Le maire de la ville a fait appel aux stars et au monde du luxe. Sharon Stone en personne aurait été contactée. On l'entendra dans quelques instants. Bienvenue à tous. 2 attaques au couteau en moins d'1 heure hier en Cisjordanie. D'abord à Hébron, un Palestinien a été abattu après avoir tenté de poignarder un soldat israélien sans le blesser. En revanche, vous allez le voir sur le parking d'un supermarché du Gush Etzion au sud de Jérusalem. Une Israélienne a été blessée au dos après avoir été poignardée. Le terroriste a cette fois pu être arrêté. Voilà, et on vous retrouve Mathias Inbar sur place devant ce centre commercial du Gush Etzion. Alors expliquez-nous, Mathias, exactement ce qui s'est joué hier devant ce supermarché pour qu'on comprenne à quel point la menace peut surgir n'importe où et n'importe quand. Oui, bonjour Barbara. Cela s'est passé précisément à 16 h hier après-midi. À l'endroit où je me trouve, un Palestinien est sorti du taxi qu'il a pris quelques minutes plus tôt depuis Hebron et qu'il a amené dans cette zone industrielle où il y a plusieurs magasins, une station essence juste ici à mes côtés et le supermarché Rami Levi. Il sort de ce taxi et la première personne qu'il voit, c'est une dame qui sort de Rami Levi. Il la poignarde et au moment où il la poignarde, eh bien, je vais demander à mon caméraman de vous montrer ce magasin. Juste ici derrière moi, c'est le directeur du magasin qui possédait une arme et qui a commencé à courir après le terroriste. Le terroriste lui a jeté le corps de la femme sur lui, tout simplement pour lui barrer la route. Une fois que cette scène est terminée, eh bien, le directeur du magasin essaye de charger son arme et c'est là que commence la course et on va repartir de l'autre côté vers ce magasin en haut, juste Rosa, le magasin sur ce mont-là. Et c'est là, après quelques minutes, après une course-poursuite entre le directeur du magasin et les soldats, que tout se termine et le terroriste est arrêté. Autre information à soulever ce matin, Mathias, une réunion hier du commandement militaire de la région. Plusieurs mesures adoptées pour assurer peut-être un petit peu mieux la sécurité des Israéliens dans cette zone d'implantation. Oui, au sein de cette rencontre, il y avait les commandants militaires, les commandants de la police, mais également le chef du conseil de la région, David Perl. Il a été question de sécurité, mais surtout, il a été question de continuer le dialogue entre tous les côtés, c'est-à-dire palestiniens, israéliens. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'empêcher la vie des Palestiniens et des Israéliens. Il y a ici, pour que vous compreniez, plus de 150 employés palestiniens qui travaillent ici entre Rami Levi, la station-service et la boulangerie à mes côtés. Il y a également plusieurs milliers de clients palestiniens qui achètent dans le supermarché de Rami Levi. Et donc, assurer la sécurité de tous les peuples, mais pas les empêcher de vivre. Ça a été le maître mot hier de cette réunion. Voilà, la vie continue, on le voit derrière vous, évidemment, les passants et les voitures continuent d'affluer normalement dans cette zone. Merci Mathias. Et puis le statu quo sur le mont du Temple, vous le savez, a été le point de départ de cette vague de violence. Depuis, les Israéliens multiplient les tentatives d'apaisement. Pourtant, un député arabe israélien, Bassel Ghattass, n'a pas hésité à braver l'interdiction du Premier ministre Netanyahou et s'est rendu hier sur les
l'esplanade des mosquées. Voici les images qu'il n'a pas hésité à faire diffuser largement, images décryptées pour nous par Cyril Amar. Sous sa casquette et ses lunettes de soleil, Bassel Ghatta s'est rendu ce mercredi matin sur l'esplanade sacrée à Jérusalem. Ni vu, ni reconnu, ce député arabe israélien vient de défier Binyamin Netanyahou. Début octobre, le chef du gouvernement israélien avait pourtant interdit aux ministres et aux députés, juifs comme arabes, de se rendre sur l'esplanade pour ne pas exacerber les tensions autour de ce site ultra sensible. Mais le parlementaire arabe, de confession chrétienne, n'a que faire des directives du Premier ministre. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a publié son exploit. Nous sommes le 28 octobre. J'ai réussi à pénétrer sur l'esplanade d'Al-Aqsa par la porte des Lions. N'en déplaise à Netanyahou et à son interdiction faite aux députés arabes de se rendre sur le noble sanctuaire. Je suis ici pour lui dire la chose suivante. Vous n'êtes pas plus souverain sur Jérusalem que vous ne l'êtes sur l'esplanade des mosquées. Vous et votre occupation ne pouvez en aucun cas nous empêcher et empêcher notre peuple de prier et de nous rendre sur ce lieu saint. Vous et votre occupation n'êtes que provisoire. Ce lieu saint restera à jamais un site culturel et religieux arabo-musulman. Sur cette autre vidéo, Bassel Ghatta s'affirme que malgré les déclarations de Netanyahou, le statu quo continue d'être violé sur l'esplanade. Une accusation rapidement démentie par un Binyamin Netanyahou qui ne ménage pas ses efforts ces dernières semaines pour tenter de dissiper les tensions. Depuis 2 semaines, l'accalmie a été rétablie sur le mont du Temple. Nous nous employons à préserver cette accalmie. Mais semble-t-il, cela ne plaît pas à tout le monde. Le député Ghatta s'est rendu sur le mont du Temple, à la mosquée Al-Aqsa. Je puis vous assurer qu'il ne l'a pas fait pour prier, mais uniquement pour provoquer et pour réchauffer les esprits. Bassel Ghatta, lui, n'en est pas à sa première provocation. En juin dernier, le député arabe avait déjà fait scandale en Israël après avoir embarqué à bord d'une flottille pour briser le blocus de Gaza. Et face à cette situation qui ne s'apaise pas, John Kerry n'a pas hésité à clamer son inquiétude. Cette nuit, depuis Washington, il déclare que la violence actuelle n'est qu'un avant-goût de ce qu'il adviendra si la solution à 2 États n'est pas adoptée. Je vous propose de l'écouter. La situation actuelle n'est plus soutenable. Le président Obama l'a dit à plusieurs reprises. Je l'ai dit publiquement, il est absolument nécessaire pour Israël de soutenir les leaders palestiniens dans leur démarche pour améliorer leur économie et leur qualité de vie. Et il est tout aussi important que les leaders palestiniens cessent d'inciter à la violence et qu'ils offrent plus que de simples discours et proposent de réelles solutions pour stopper la violence et pour assurer la sécurité des Israéliens. Bonjour Daniel Shek, ancien diplomate israélien, membre du parti d'opposition, le mouvement sioniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec John Kerry? Si un État palestinien n'est pas créé, cette situation finira par exploser au visage des Israéliens et Palestiniens? Et je crois qu'elle est en train d'exploser déjà. Il ne faut pas attendre longtemps. Et en fait, ce que dit John Kerry, c'est un peu ce qu'a l'habitude de dire l'écrivain Amos Oz. C'est que la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, ce n'est pas un mariage, c'est un divorce. Et c'est ce divorce qu'il faut chercher pour créer 2 États. Se séparer, absolument. Se séparer, parce que vous savez, il y a d'une part, je ne veux même pas en parler, il y a d'une part ceux qui souhaitent un État simplement pour exacerber la situation et pour arriver à une situation, c'est surtout du côté palestinien, ou simplement par les chiffres, les Palestiniens vont devenir une majorité ici. Mais il y a aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, dans la gauche, des gens qui ont une sorte de vision romantique d'un avenir où les Juifs et les Arabes vont vivre ensemble dans un État, etc. etc. C'est d'une naïveté tellement flagrante de penser qu'on peut prendre 2 peuples qui depuis 100 ans s'entretuent, sont l'un à la gorge de l'autre, et du jour au lendemain, simplement parce qu'un nouveau contexte politique va être signé, vont s'aimer, vont pouvoir... Non, ce n'est pas réaliste. Il faut, me semble-t-il, revenir
aux efforts de séparation, à un effort d'une solution de deux États. Voilà, et le temps presse. Restez avec nous, Daniel Sheikh. John Kerry n'est pas le seul à s'affairer sur la scène diplomatique. Les initiatives se succèdent pour tenter de stopper ce cycle de violence. À l'ONU, une proposition néo-zélandaise a été soumise au vote quelques heures plus tôt devant le Conseil des droits de l'homme. Cette fois, à Genève, le président palestinien a demandé de toute urgence un régime de protection internationale pour le peuple palestinien. Maxime Pérez. C'est un acteur méconnu de la région qui pourrait contribuer à relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. La Nouvelle-Zélande s'apprête à présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, dont elle est un membre non permanent. En substance, les Israéliens s'engageraient à ne plus lancer de projet de construction en Cisjordanie et les Palestiniens renonceraient à toute poursuite judiciaire contre l'État hébreu, notamment à la Cour pénale internationale. Un temps mis en sourdine par les États-Unis, éclipsé par l'initiative française très contestée par Israël. Le texte proposé par Wellington arrive au moment opportun, alors que les tensions ont nettement baissé à Jérusalem et que les heurts en Cisjordanie sont également plus sporadiques. Pour empêcher une nouvelle flambée de violence, le texte néo-zélandais préconise des mesures urgentes d'apaisement, en appelant par exemple les parties à s'abstenir de toute provocation sur le mont du Temple. L'objectif est clairement énoncé: rétablir la confiance et préparer le terrain à une reprise du dialogue, interrompu depuis avril 2014 et l'échec de John Kerry à obtenir un accord cadre. En attendant un sursaut de la diplomatie internationale, le président palestinien Mahmoud Abbas était en visite à Genève. Face au Conseil des droits de l'homme dont il était l'hôte de marque, ses propos n'ont pas semblé annonciateurs d'un rapprochement immédiat avec Israël. Nous voulons votre protection, nous voulons la protection de la part du monde. Nous ne pouvons plus supporter toutes ces sanctions, toutes ces attaques perpétrées par les colons et l'armée israélienne. Nous avons besoin de protection et nous nous tournons vers vous. Protégez-nous, protégez-nous, nous avons besoin de vous. Dans le même temps, la France, par l'intermédiaire du Quai d'Orsay, continue d'œuvrer pour accueillir sous peu, à Paris, une rencontre au sommet entre Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien aurait d'ores et déjà donné son accord de principe, à en croire l'entourage de Laurent Fabius. Quand Mahmoud Abbas exige, et de toute urgence, on vient de le voir, un régime de protection internationale pour le peuple palestinien, il joue quelle carte diplomatique? Il joue la carte de la détresse. Et puis, il faut dire, le Conseil des droits de l'homme, c'est quand même un forum où les calomnies sur Israël sont abondantes traditionnellement, et donc il est sur un terrain où ces propos, n'importe quel propos, peuvent avoir une oreille, mais il ne faut pas non plus prendre trop au sérieux. Ce n'est pas le Conseil des droits de l'homme de Genève qui va intervenir ici. Loin d'un discours d'apaisement, peut-être même responsable de la part du président palestinien. Il n'y a pas de discours d'apaisement, c'est exact, et je pense que c'est aussi la faiblesse, tragiquement, de toutes ces initiatives extérieures pour essayer d'amener les Israéliens et les Palestiniens autour de la table. Ni les Français, ni les Néo-Zélandais ne peuvent vouloir plus que les Israéliens et les Palestiniens vouloir dialoguer. Or, aujourd'hui, il est assez clair que de part et d'autre, on manque de motivation, on manque de volonté. Alors, c'est vrai que tout a déjà été imaginé, non, pas tout. Notamment par les protagonistes extérieurs. Je refuse de dire tout. On a imaginé tout ce qu'on connaît. On n'a pas imaginé... il faudra aller chercher la solution où ça? Non, moi, je pense que la solution, elle est dans le leadership politique de part et d'autre. Il faut une sorte d'alignement des astres dans le politique de part et d'autre, où on retrouverait du côté palestinien et du côté israélien des leaders qui sont suffisamment déterminés, suffisamsamment forts et suffisamment courageux pour briser. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est le problème des leaderships faibles maintenant que nous voyons, à la fois du côté palestinien, un Mahmoud Abbas très affaibli, du côté israélien, un Premier ministre qui repose sur une coalition très très maigre de 61 députés. Ce ne sont pas là des leaders qui peuvent prendre des grandes décisions courageuses. Merci Daniel Sheikh.
Dans l'actualité française, Air Cocaïne, les 2 pilotes français condamnés cet été en République dominicaine sont rentrés depuis plusieurs jours en métropole, mais de nombreuses zones d'ombre restent à éclaircir. Où en est l'enquête française? Qui sont les protagonistes, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux? Et puis l'État a-t-il été mêlé à leur exfiltration rocambolesque? Myriam Aman. Pascal Fauré et Bruno Odos ne seront pas extradés. Confirmation mercredi matin du porte-parole du gouvernement français. La France appliquera les règles de droit. Nous n'extradons pas des citoyens français lorsqu'ils sont sur notre sol. Les 2 pilotes français ont été condamnés en août dernier à 20 ans de prison pour trafic de drogue par la justice dominicaine. En résidence surveillée depuis le verdict, ils ont réussi à s'enfuir et à rentrer en France le week-end dernier. Ils s'estiment victimes d'une injustice. En tout cas, on s'est conformé à tout ce qui nous a été demandé dans cette République, qui pour moi n'en est pas une. Et on a été digne de leur confiance, voilà, jusqu'à ce que notre confiance à nous soit trahie. Une procédure judiciaire est en cours en France pour tenter de démêler l'affaire. Les 2 Français se disent sereins. Je viens chercher ici la justice, la vraie justice. Je ne redoute pas de condamnation. Je suis innocent. À Saint-Domingue, les autorités ne comptent pas en rester là. Un mandat d'arrêt international devrait être lancé à l'encontre de Pascal Fauré et Bruno Odos, ce qui leur interdirait de fait de quitter l'Hexagone sous peine d'être arrêtés. La République dominicaine fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener les 2 pilotes à Saint-Domingue pour qu'ils purgent leur peine, mais aussi pour amener ceux qui ont collaboré à leur évasion. 2 autres Français condamnés eux aussi dans l'affaire Air Cocaïne sont eux toujours à Saint-Domingue. Ils se sentent isolés. Ils me sont isolés aujourd'hui, oui, parce que je suis tout seul ici, parce que c'est difficile, parce qu'il faut surmonter tout ça. J'ai personne à qui parler, j'ai 4 murs autour de moi, donc c'est pas facile. Le gouvernement français a annoncé tout mettre en œuvre pour soutenir les 2 Français restés en République dominicaine. Voilà, on va continuer de se préoccuper de cette affaire dans un instant avec vous, Rudy. Avant cela, cette information qui vient de nous parvenir, nouvelle attaque au couteau il y a quelques minutes dans la ville de Hébron. Un Israélien a été légèrement blessé. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un soldat ou d'un civil. Évidemment, on suit de près cette information, plus de développement à suivre. Alors, retour sur cette affaire et cette exfiltration rocambolesque. On en sait tous les jours un petit peu plus sur ce qui s'est joué, notamment sur les personnes qui ont participé à cette fuite. Oui, hier je vous parlais de l'eurodéputé FN Émeric Chopra, d'ancien conseiller du président dominicain, qui aurait été un facilitateur dans l'exfiltration des 2 pilotes. Et alors ce matin, enfin plutôt hier, un autre personnage revendique très clairement la paternité de cette opération, en tout cas la paternité opérationnelle. Il s'appelle Christophe Naudin, il est criminologue et il est spécialiste de la sûreté aérienne. Alors il a clairement revendiqué hier soir sur RTL, chez Marc-Olivier Fogel, son rôle dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter. Alors ça s'est passé comme ça. En fait, il y avait 4 scénarios qui étaient prévus de façon à brouiller les pistes, éviter les trahisons sur place. Et au dernier moment, on choisissait l'option qui était la moins risquée et la plus viable. Et celle que j'ai choisie, au dernier moment, c'est celle du transbordement par mer. Vous étiez où? Vous étiez sur le premier bateau, le premier petit bateau? Non, j'étais sur le bateau de recueil. Voilà, on a également appris que l'opération a coûté un peu moins de 100 000 €, qu'elle a impliqué une dizaine de personnes. On apprend aussi que les 2 pilotes devaient rester une quinzaine de jours en Martinique avant d'affronter la tempête médiatique en métropole. Mais il y a eu des fuites et cela n'a pas été possible. Ils sont rentrés précipitamment. Alors, depuis quelques jours aussi, on a l'impression que cette exfiltration est loin de faire l'unanimité. Beaucoup de critiques, beaucoup de polémiques autour de cette affaire. Oui, l'atmosphère s'était déjà tendue lundi soir sur les réseaux sociaux. L'un des 2 pilotes avait été extrêmement désagréable avec le présentateur du 20h de France 2, Julien Bugier, provoquant de vives critiques sur Internet. Et puis hier, sur le site du Parisien, on a entendu le témoignage, plus le coup de gueule d'Alain Castagny. Alors, on l'a dit, il fait partie, ils étaient 4 membres d'équipage, il fait partie des 2 qui sont restés. Cela veut dire ils n'ont pas été prévenus de cette exfiltration. Alain Castagny, resté en République dominicaine, se dit en danger et parle d'un acte irresponsable. Je vous propose d'écouter ce document du Parisien. Donc je vous le confirme, pour moi c'est un acte irresponsable et déloyal à mon égard. Voilà. Je suis pilote et je suis membre d'équipage désigné par Fauré officiellement et donc sous sa responsabilité. Donc c'est quand même incroyable qu'il ait pris une décision comme ça de foutre le camp avec son copilote.
sans m'en informer et sans rien me dire. De toute façon, je n'y serais pas allé. Voilà, il faut comprendre que cette exfiltration tend l'ambiance évidemment en République dominicaine et va compliquer grandement la procédure de ceux qui sont restés, dont Alain Castagny. Et Castagny, il attend un rapatriement médical d'urgence. Il a fait un accident de moto il y a une dizaine de jours. S'il ne rentre pas en France pour être opéré, il pourrait être amputé de la jambe. Donc on comprend sa colère envers ces deux pilotes qui ont fui la République dominicaine. Voilà pour cette affaire. Et puis la Turquie, au bord du gouffre, à 4 jours des élections législatives, la stabilité du pays n'a jamais été aussi menacée. Dimanche, les électeurs devront répondre à la question suivante. Recep Tayyip Erdogan parviendra-t-il à reprendre la main 6 mois après avoir perdu sa majorité au Parlement? Océane Nicole. À 4 jours des élections, les tensions n'ont jamais été aussi fortes en Turquie. Le pays est dans une impasse, confronté à plusieurs crises. La crise migratoire tout d'abord, mais surtout la crise syrienne. La Turquie partage plus de 800 km de frontière avec la Syrie et sert donc de point de passage entre l'Orient et l'Occident, que ce soit pour les réfugiés mais aussi pour les djihadistes. Depuis plusieurs mois, Ankara s'est clairement affichée en guerre contre l'organisation terroriste État islamique, mettant en place notamment plusieurs coups de filet. Le Premier ministre turc avait même évoqué l'EI comme étant l'ennemi numéro 1 du pays. Un climat donc des plus tendus, l'actuel président Erdogan semble dans l'impasse, mais tente le tout pour montrer qu'il est indispensable au pays, notamment pour éradiquer l'EI du territoire turc. Le 10 octobre dernier, 2 kamikazes s'étaient fait exploser en plein cœur d'Ankara lors d'une manifestation pour la paix. Un bilan lourd, 102 victimes et plus de 500 blessés, l'attaque la plus meurtrière dans l'histoire du pays. Ce mercredi, les autorités turques ont annoncé que cet attentat avait été commandité par Daesh. Le but, repousser les élections législatives en généralisant les attaques. La Turquie, poussée par Erdogan, muscle sa guerre contre le terrorisme, espérant ainsi renouveler son gouvernement ce dimanche. Épreuve de la panique dans les rangs d'Erdogan. Hier, il fait fermer en direct 2 télévisions d'opposition. Julien, vous avez les images. Oui, absolument. Donc on va les voir ensemble, on va les commenter. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc devant les caméras, les forces de l'ordre ont pénétré dans les locaux de 2 télévisions d'opposition. Ça s'est fait vraiment en direct. Vous voyez, le présentateur commente ce qui est en train de se passer sous ses propres yeux. Il n'a pas l'air d'y croire lui-même, mais il le fait. Après avoir été expulsé de son studio. Absolument. Il a pu expulser et les policiers ont investi la régie, la rédaction. Donc il faut imaginer des forces de l'ordre prendre le contrôle d'une rédaction. C'est assez évidemment impressionnant à imaginer. Les 2 télés sont propriété du groupe Koza İpek. Ils ont été accusés par un procureur d'Ankara de financer et de recruter et de faire de la propagande pour le compte d'un imam qui est aux États-Unis. On va en parler tout de suite après. Il est accusé de terrorisme. Je vais y revenir dans un instant. Mais voilà, il faut imaginer, il y a eu des affrontements. On le voit, des gaz lacrymogènes. Le tout en direct. Alors, c'est pas la première fois, Julien, qu'Erdogan décide de s'en prendre à des médias d'opposition et c'est évidemment plus souvent le cas avant une élection. Absolument, c'est la 2e élection cette année en Turquie, vous le savez, ce sont des élections parce qu'il n'a pas réussi à former une coalition et déjà le 1er septembre dernier, il y avait déjà eu des perquisitions dans ces mêmes médias et fin août, Erdogan aurait demandé à ses proches de réduire au silence les médias d'opposition et là encore, ceux de cet imam dont je vous parlais il y a un instant, il s'appelle l'imam Gülen. Alors qui est cet imam? On va voir une photo. Il était proche d'Erdogan dans le passé, aujourd'hui il est aux États-Unis. Il a un mandat d'arrêt contre lui lancé par la justice turque depuis le 19 décembre 2014. Il est accusé de diriger une organisation terroriste